Orla était dans le bus pour une réunion importante et était très nerveuse. Tout avait mal tourné depuis le matin. Le directeur n'approuvait pas les absences du personnel et elle avait eu du mal à obtenir la permission de quitter le travail plus tôt, promettant de travailler 2 shifts le lendemain. Une grave tempête de neige faisait rage à l'extérieur, causant d'énormes embouteillages et des perturbations. Les parents de son fiancé, Dwight, l'attendaient dans un restaurant cher pour une réunion. Elle devait se rendre de l'autre côté de la ville et craignait de ne pas arriver à temps. La famille de Dwight n'était pas ordinaire, car ils étaient des hommes d'affaires fortunés. Le père de Dwight possédait une grande entreprise et son caractère, selon les rumeurs, était terrible, tandis que sa mère était connue comme une mondaine. La pauvre fille n'avait rien de décent à porter. Elle a supplié son amie pour une belle robe de soirée et a mis un manteau léger par-dessus. Elle a passé beaucoup de temps à frotter ses vieilles bottes d'automne avec de la crème pour les rendre plus présentables. Il y avait peu de gens dans le bus par un tel temps, mais en regardant par la fenêtre la forte chute de neige, les passagers étaient heureux d'être dans le salon chaud plutôt que dehors. Un vieil homme est monté à l'un des arrêts. Il tremblait de froid et secouait la neige de son chapeau et de ses manches. Puis il a plongé dans la poche de sa vieille veste et a commencé à fouiller pour trouver de la monnaie. Il a retourné sa poche et il y avait un trou dedans. Il n'avait pas d'argent. Apparemment, il l'avait perdu. Le vieil homme était gêné, baissa les yeux et se dirigea discrètement vers le fond du bus, espérant que le contrôleur ne le remarquerait pas. Mais pas de chance. La femme travaillait dans le bus depuis longtemps et identifiait clairement les fraudeurs. Elle observait attentivement le passager âgé et dès qu'il s'est assis, elle s'est précipitée vers lui et a demandé à voix haute. « Monsieur, s'il vous plaît, payez votre billet. Avez-vous une carte ou de l'argent ?» Le vieil homme rougit et marmonna. « Désolé, j'ai perdu mon argent. Il y a un trou dans ma poche. Regardez s'il vous plaît, puis-je faire 5 arrêts gratuitement ?»« S'il vous plaît. Il neige si fort dehors. Je ne pourrai pas marcher. Il y a de la neige jusqu'aux genoux. » Le contrôleur semblait attendre cette opportunité pour déverser toute sa négativité sur le pauvre vieil homme. Elle a immédiatement commencé à crier à tout le salon. « Ça y est, ça recommence. J'entends ces histoires tous les jours. Soit vous payez, soit vous descendez au prochain arrêt. Quel culot! Vous n'avez pas honte? Vous êtes déjà à un âge avancé et pourtant, vous faites encore ça. Tout le monde essaie de voyager sans billet. » Soudain, Orla a eu de la peine pour le pauvre vieil homme et ne pouvait pas supporter de le voir se faire gronder. « Je ne peux plus le supporter, t'as peu. » Elle s'est approchée du chef de train et a dit « S'il vous plaît, ne criez pas. Ne l'emmenez pas à la porte. Je vais payer son billet. Tiens, prends-le. Laisse-le monter. Il fait froid et il neige dehors. Comment est-il censé marcher ?» Le chef de train a perforé son billet, grognant en le tendant à Orla. « Oh, quelle personne gentille tu es !» Orla s'est assise à côté du vieil homme et il a commencé à la remercier les larmes aux yeux. « Merci beaucoup. Mon nom est Greg Savito. Je ne m'attendais pas à ce qu'une telle tempête de neige commence. Il faisait ensoleillé et calme ce matin. Et je te rembourserai l'argent. Ne t'en fais pas. J'ai de l'argent à la maison. Je ne sais pas comment je n'ai pas remarqué le trou dans ma poche. Oh, mon cœur a commencé à me faire mal maintenant. Je suppose que c'est à cause du stress. » Orla a immédiatement sorti une tablette de son sac à main qu'elle avait toujours avec elle, car sa mère avait des problèmes cardiaques, et l'a donnée au vieil homme. « Tiens, mets-la sous ta langue et laisse-la se dissoudre. Ça va te calmer. Ma mère en prend constamment. Tu sais quoi? Je vais voyager avec toi et t'accompagner chez toi, juste au cas où. Il fait tellement mauvais dehors. J'ai peur que tu ne puisses pas rentrer chez toi tout seul. » Au fait, mon nom est Orla. Le vieil homme l'a regardé avec reconnaissance et a commencé à faire fondre la tablette. « Merci beaucoup. On ne rencontre presque jamais des gens aussi gentils que toi, Orla. Les sous-gens ne se soucient même pas de leur poche propre alzée, sans parler des étrangers. S'il te plaît, pardonne-moi, je t'ai imposé ça. Tu as sûrement tes propres choses à faire. C'est même gênant, vraiment. » Orla a fait un geste de la main. « Eh bien, en fait, oui, je vais à une réunion importante. Pas de temps déjà, mais peu importe. Les peut-être une personne.
Et plus important, j'espère qu'ils me comprendront. La fille avait dépassé son arrêt et était descendue avec Monsieur Savito, l'aidant à se rendre à son appartement, et ce n'est qu'alors qu'elle s'est calmée et est retournée à l'arrêt pour enfin arriver au restaurant. Le téléphone ne fonctionnait toujours pas et la connexion manquait toujours dans un temps aussi désagréable. En conséquence, Orla avait 1 heure de retard et elle est entrée dans le restaurant toute mouillée, rouge de neige qui soufflait impitoyablement sur son visage. Son maquillage était brouillé et coulant et il n'y avait aucune trace de la belle coiffure. Elle a commencé à s'excuser. « Bonjour, excusez-moi s'il vous plaît. Pour mon retard, des circonstances imprévues. J'ai dû aider le vieil homme à rentrer chez lui en toute sécurité à cause de la tempête de neige. Il n'aurait pas pu y arriver seul. Je reviens tout de suite. Je vais me nettoyer rapidement et je reviendrai vers vous. » La mère de Dwight regardait sa montre avec mécontentement et critiquait le retard. Il est inapproprié d'avoir 1 heure de retard, surtout lorsque des personnes respectées vous attendent. Vous attendent. Qui sait ce qui pourrait arriver ensuite? Il était clair pour elle que la fille n'était pas bien versée dans les bonnes manières. Dwight a couru après Orla et a commencé à la réprimander dans le hall pour son retard. « Orla, crois-tu? Mes parents sont furieux. Nous avons connu de nous raconter à 3 heures. Où étais-tu? C'est vraiment inapproprié d'être si en retard, et c'est considéré comme une mauvaise manière dans la société polie. » Orla a essayé de se justifier. « Je ne l'ai pas fait exprès. Tu as de la chance. Tu peux monter dans ton SUV et te faire conduire. Chaud, beau et confortable. Et moi j'ai dû prendre le bus à travers toute la ville. J'ai même aidé un vieil homme. Ne pouvais pas le laisser dans la difficulté. Ma mère a aussi des problèmes cardiaques et je sais à quel point cela peut être dangereux. » Dwight a fait un geste de la main et a répondu « Tu es toujours comme Mère Teresa. » Quelqu'un aurait aidé, hein? D'accord, dépêche-toi, s'il te plaît. La mère de Dwight Laura n'était pas ravie du choix de son fils. Elle n'approuvait pas le fait que son fils soit impliqué avec une simple serveuse, vivant dans un appartement miteux avec sa mère malade. Le père de Dwight était un homme ingénieux qui a fait une ascension rapide et vertigineuse il y a 2 ans, devenant un homme d'affaires respecté et riche. Malgré le fait que de nombreux citadins ignorent d'où il a obtenu un capital de départ aussi énorme, son succès était indéniable. Monsieur Chester avait depuis longtemps choisi un partenaire rentable pour son fils, la fille du chef de leur partenaire commercial, Julia. Il rêvait de fusionner des entreprises, et marier son fils serait la meilleure solution. Cependant, Orla est apparue de nulle part et a tout gâché. C'est pourquoi les parents de Dwight voulaient tellement s'en débarrasser. C'est pourquoi ils ont organisé cette réunion de leur propre initiative, spécialement dans un restaurant cher, et ont commandé les plats les plus exotiques, des huîtres, des homards et du poisson japonais. Ils étaient sûrs que cette fille de la campagne n'avait aucune idée de ce qu'ils s'appelaient, ou comment les manger. Ils espéraient qu'elle serait humiliée devant tout le monde, et que leur fils la quitterait de lui-même. Et tout s'est passé comme ils l'avaient prévu. Orla était assise là, rouge comme un homard bouilli, et ne buvait que de l'eau. Elle ne savait pas comment utiliser les pinces et les brochettes pour couper le homard, et elle ne savait pas quoi faire avec les huîtres non plus, car ils ne servaient pas de telles délicatesses dans leur café. En plus des parents de Dwight, des amis de la famille, tout aussi prétentieux et snobs, étaient assis à la table. Par rapport à eux, Orla avait l'air d'une pauvre orpheline. Dwight, pour une raison quelconque, était assis en face d'elle, pas à côté d'elle. Soudain, Laura a dit sarcastiquement « Bébé, pourquoi tu ne sais rien ?» Sarcastiquement, Orla a demandé « Les huîtres sont fraîches et je les recommande vivement, ou tu n'aimes pas les fruits de mer ?» La fille a rougi encore plus et a répondu « Eh bien, je n'aime pas tellement ça, et j'ai déjà mangé à la maison. » La future belle-mère a continué à se moquer d'elle en disant « Eh bien, comme tu veux. Dis-moi, Orla, où étudies-tu? Quelle université? Quelle faculté? Où travailles-tu déjà dans ta profession? Parce que mon fils est silencieux, je n'arrive pas à lui faire dire un mot et nous sommes intéressés de savoir avec qui Dwight prévoit de lier son destin. » Orla a rougi à nouveau et a expliqué « Il se trouve que ma mère est très malade. Elle a des problèmes cardiaques.
Elle a besoin d'une opération coûteuse pour remplacer la valve. Donc, après avoir terminé l'école, j'ai dû travailler pour l'aider. Je travaille actuellement comme serveuse dans un café, et je suis aussi coursier les week-ends. Mais dès que ma mère ira mieux, je prévois d'aller à l'université, à la faculté de pédagogie, car j'aime beaucoup les enfants. Un des invités a interrompu la conversation et a remarqué sarcastiquement: « Et qu'est-ce que tu vas leur apprendre? À laver la vaisselle et à mettre la table. » Bravo. Eh bien Dwight, je suis vraiment choquée par toi. Laura a regardé significativement son fils et a dit: « Mon chéri, es-tu sûr de ne pas avoir tout mélangé? As-tu invité une fiancée décente ou la première serveuse que tu as vue? » Ensuite, la femme a souri à Orla et lui a dit d'une voix douce: « Ma chérie, si tu veux juste de l'argent, tu peux travailler chez moi comme femme de ménage. Ça te conviendrait mieux que la fiancée de notre fils, car je vois que tu n'as pas d'autre talent. » Orla voulait disparaître sous terre, et a regardé le marié avec espoir. Elle s'attendait à ce qu'il se lève pour la défendre, et dire à sa mère sans scrupule qu'il l'aimait, et qu'elle n'était pas une femme de ménage, mais sa fiancée. Mais non, Dwight était assis en silence comme une souris. Il était en colère contre Orla. Embarrassé qu'elle se comporte vraiment comme une roturière, il avait honte devant les connaissances influentes de son père. Maintenant, tout le monde va commencer à jaser que Dwight Chester s'est impliqué avec une serveuse. Sa mère, autoritaire, a répondu: « Mais pour lui, tu sais, oh là là, pas. Dwight restera avec sa famille et tu partiras. Tu as trouvé ton chemin ici, alors tu rentreras seul. Tout le meilleur pour toi. » Orla ne pouvait plus supporter une telle moquerie et s'enfuit de la table en larmes. Elle mit précipitamment son manteau et se précipita hors de cet endroit détestable comme une folle. À l'intérieur, elle bouillonnait de douleur et de colère. Comment ont-ils pu faire ça? Pourquoi m'ont-ils insulté comme ça? Pourquoi m'ont-ils insulté? Et Dwight, il n'a même pas dit un mot pour me défendre. Lâche. Maman chérie, qu'ils partent tous avec leur famille. Orla pleurait et a eu du mal à rentrer chez elle. Elle a dû marcher à travers d'immenses congères pendant la moitié du chemin, car les bus ne circulaient plus et les routes n'étaient pas dégagées. La neige était partout, à l'intérieur de son manteau et de ses bottes. Elle fondait et coulait en ruisseaux sur son corps, mais la fille ne s'en rendait même pas compte. Elle est entrée dans l'appartement, toute mouillée et gelée comme un glaçon, et s'est immédiatement jetée dans les bras de sa mère. « Maman pas tellement mal. » Ils m'ont tous regardé comme si je n'étais personne, ou de la poussière, et franchement ils se sont moqués de moi pour être serveuse. La mère de Dwight m'a appelé une femme de chambre, disant que c'était l'endroit le plus approprié pour moi dans leur famille. Et Dwight, il m'a pas soutenu. Il ne m'a même pas ramené chez moi. Il était assis là en silence, comme si je n'étais pas sa fiancée, mais un punching ball. Pourquoi m'ont-ils invité là-bas? Voulait-il me faire honte et me ridiculiser? Et vous ici, je ne lui pardonnerai jamais cette honte. Quel diable! Il vaut mieux être serveuse que de se laisser marcher dessus par les autres. Hélène caressa la tête de sa fille, la réconfortant du mieux qu'elle put. « Ne pleure pas, ma bonne fille. Ça me brise le cœur de te voir comme ça. Dieu les jugera tous. Et à propos du marié, je te l'ai dit depuis longtemps que rien n'en sortira. Tu n'es pas faite pour lui. Ça ne lui a rien coûté de t'amener et de te ramener à la maison pour que tu ne gênes pas. Mais il n'a pas fait ça. Il ne t'a pas défendu ni pris soin de toi. Comment peux-tu construire un avenir avec lui? Si un homme aime vraiment une femme, il fera tout pour elle et ne laissera personne lui faire du mal. Ton père était comme ça. C'est dommage qu'il soit mort si jeune. Il n'a pas eu le temps de te remettre sur pied. Je lui faisais entièrement confiance. Et ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de comment il m'a traité. Et si ton mari te traite si mal maintenant, que se passera-t-il dans le futur? Prends une tasse de thé à la menthe, à la confiture de fraises. Tu es si froide, tu pourrais tomber malade. Calmons-nous. Orla a serré sa mère dans ses bras et a chuchoté: « Merci maman pour ton soutien, ta chaleur et ta tendresse. Ça signifie tellement pour moi. Oh, au fait, je ne t'ai pas dit comment j'ai rencontré Monsieur Servito, le vieil homme dans le bus. Le contrôleur du bus voulait le jeter dehors dans le froid parce qu'il avait perdu son argent.
J'ai tellement eu de peine pour lui. Il était propre et soigné, mais juste vieux. Alors je lui ai payé son vieillesse, et puis il est tombé malade, alors je l'ai accompagné chez lui. C'est pour ça que j'étais en retard pour ce fichu restaurant. Si j'avais su qu'ils allaient me ridiculiser comme ça, je serais pas venue du tout. Hélène a félicité sa fille en disant « Tu as tout fait comme il fallait. Te blâme pas. Il faut toujours essayer d'aider les gens. Tout peut arriver dans la vie. Tu es une fille si intelligente et je suis fière de toi. Si c'était pas pour ma maladie, tu serais déjà en train de devenir enseignante et tu as si bien réussi à l'école. Tout ira bien pour toi, ma bonne fille. » Après cette soirée terriblement enneigée, Orla est tombée malade et a pris une semaine de congé pour un rhume. Pendant tout ce temps, elle n'a pas répondu au téléphone quand Dwight a appelé et leur relation a failli se terminer. Un jour, après avoir travaillé 2 quarts de travail, Orla a emmené sa mère chez le médecin où elle est tombée sur le même vieil homme du bus. Ils se sont serrés les bras comme de vieux amis. Quelle coïncidence! Comment allez-vous, monsieur Servito? Êtes-vous aussi malade? Orla a demandé. J'ai emmené ma mère chez le médecin. Maman, voici Greg Servito, le passager dont je vous ai parlé, et voici ma mère, Hélène. M. Servito a soupiré lourdement et a dit, je ne vous l'ai jamais dit, mais je suis allé sur la tombe de mon fils ce jour-là. C'était son anniversaire et je devais lui rendre visite. Surtout que le temps était calme le matin et rien ne présageait une telle tempête de neige. Paul travaillait dans la vente immobilière et il était très réussi. Il y a 2 ans, il a été assassiné. Paul est parti pour des négociations importantes dans une autre ville. Son corps a été retrouvé dans une bande de forêt complètement défiguré et brûlé, au-delà de toute reconnaissance. Quand on me l'a dit, j'ai tout de suite fait une crise hypertensive, et je ne me souviens de rien de bon à ce sujet. Lors de l'identification, j'étais dans le brouillard. Je n'ai vu que la montre et la chaîne de mon fils. Ils étaient documentés à côté de la voiture. Je ne sais pas comment ni pourquoi je suis encore en vie. La seule consolation que j'ai est d'aller sur la tombe de mon fils et de lui parler là-bas. Cela semble soulager un peu la douleur. Malheureusement, il était trouvé ici, voyou. L'endroit était désert, il n'y avait pas de témoins, et toutes les pistes étaient des impasses. Mon fils était le sens de ma vie, la personne la plus chère. 2 ans se sont écoulés et je n'arrive toujours pas à m'y faire. Je garde ses affaires, je ne touche à rien dans la chambre. Et j'y reste longtemps. Orla était choquée, tout comme sa mère. Elles ont eu de la peine pour cet homme âgé qui avait perdu son seul soutien dans la vie, son fils bien-aimé, et qui se débrouillait maintenant à peine seul. Pendant ce temps, M. Servito a suggéré « Viens me rendre visite parfois, Orla, juste pour discuter. » C'est ravi. La fille est allée rendre visite à l'homme âgé le week-end suivant. Même si elle et sa mère ne vivaient pas dans l'aisance, elle est allée au magasin et a acheté des biscuits et des provisions. Voulant faire plaisir à M. Servito, qui avait clairement des difficultés financières, l'homme âgé était heureux d'avoir une invitée et s'activait, mettant la bouilloire sur le feu et la remerciant. « Orla, je suis tellement content que tu sois venue. Pourquoi as-tu dépensé autant? » Je suis même gênée, honnêtement, a objecté la fille. « Tout sera utile, M. Servito. S'il te plaît, mange et profite-en. Je comprends que tu ne peux pas bien vivre avec une seule pension. Ne t'en fais pas, j'ai tout ce dont j'ai besoin, a répondu le vieil homme. Tu sais, après la mort de mon fils, une bonne somme d'argent arrive sur ma carte de pension chaque mois. Cela vient d'un fonds de charité. Ça m'aide vraiment. Difficile de croire que quelque chose est possible. Asseyez-vous et nous prendrons le thé maintenant. J'ai même du vrai miel. Un ami à moi qui élève des abeilles m'a fait ce cadeau par gentillesse. Orla a parlé longuement avec M. Servito et lui a montré une photo de son fils décédé. La jeune fille regarda ce jeune homme agréable et souriant, et elle ne pouvait pas croire qu'il n'était plus en vie. Il n'avait que 30 ans. Le vieil homme a parlé de sa vie, et il était clair qu'il regrettait beaucoup la communication. Je suis enseignant de formation. J'ai enseigné les mathématiques à l'université toute ma vie. Beaucoup de gens se souviennent encore et me connaissent, et ma femme Tammy travaillait comme vendeuse. Elle avait un talent pour le commerce. Nous nous sommes rencontrés quand je suis venue acheter des légumes
et du poisson. Elle m'a tellement vanté tout qu'au final, je suis partie avec un énorme sac. Tammy m'a tout de suite plu. Elle était comme Poussette, petite avec un rire de cloche et des boucles espiègles sur la tête. Nous vivions âme à âme et nous disputions rarement. Mais Dieu ne nous a pas donné d'enfants pendant longtemps. Au début, nous étions inquiets et nous courions chez les médecins. Mais à quoi ressemblait la médecine à cette époque? Ils haussaient simplement les épaules. Puis, de manière inattendue, quand nous avons eu 45 ans, Tammy est tombée enceinte. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle pensait que c'était la ménopause. Tous les médecins sans exception ont déconseillé de donner naissance. Ma femme avait de graves problèmes de cœur, de vaisseaux sanguins et de vision. Mais Tammy a insisté et a décidé que si Dieu lui donnait un bébé, elle devait donner naissance. Après tout, elle ne pouvait pas abandonner son rêve tant désiré de devenir mère. La grossesse a été difficile et elle a à peine tenu le coup. Malheureusement, tout cela n'a fait qu'aggraver ses maladies chroniques. Notre fils grandissait et ma femme et moi le chérissions de tout notre cœur. Mais ma femme devenait de plus en plus malade. Elle restait souvent à l'hôpital et son état ne cessait de se détériorer. Et quand notre fils Paul a eu 10 ans, elle est décédée. 10, ma chère Tammy, est décédée. J'ai pleuré et souffert et mon fils a regretté sa mère. C'était comme si on m'avait coupé un bras ou une jambe. Dès quel point ma femme et moi étions proches. Juste avant de mourir dans l'unité de soins intensifs, ma femme m'a dit « Tu sais Greg, si tout pouvait être changé, je ne changerais rien. Paul est la plus grande joie de ma vie et je n'ai aucun regret. Remember that. Prends soin de notre fils et fais tout pour le rendre heureux. Je vous aime tous les deux tellement. » Après avoir dit ces mots, j'ai pleuré toute la nuit. Je me suis demandé pourquoi cela est-il arrivé. Certaines personnes ont 5 enfants et rien ne leur arrive. Et nous, avec un seul enfant, sa santé a été beaucoup secouée. Mon fils et moi avons commencé à vivre seuls. J'ai remarqué que Paul avait un esprit commercial en lui qui s'était manifesté dans de petites choses depuis l'enfance. C'était probablement quelque chose qu'il avait hérité de sa mère. J'ai décidé de l'envoyer étudier les affaires et la gestion, et ça a payé. Il a obtenu son diplôme avec mention à l'université et a commencé à développer son entreprise. Il a commencé par le commerce de détail, en ouvrant quelques stands, puis a lentement commencé à s'étendre. Il a commencé à s'occuper de l'immobilier, en achetant des appartements en mauvais état, en les réparant, puis en les revendant à bon prix ou en les louant. Avec le temps, il a ouvert une agence. Il ne gaspillait pas d'argent dans des choses futiles et investissait tout dans son entreprise. Et il y a 2 ans, il allait rencontrer l'un de ses partenaires pour une affaire très risquée. Il allait vendre toute son entreprise et investir dans une nouvelle entreprise. J'ai essayé de le dissuader et de lui demander de réfléchir, mais il ne m'a pas écouté. Et après la mort de mon fils, son entreprise est également tombée entre de mauvaises mains et je me suis retrouvée sans rien. Prévois-tu de te marier? Je lui ai demandé. Une si belle et gentille fille ne peut pas rester seule longtemps. As-tu une fiancée? Orla est devenue triste. Tout s'est effondré avec Ray et ma fiancée. Nous venons de mondes différents. Je suis juste une serveuse et il est le fils d'un homme d'affaires. Nous nous sommes rencontrés par hasard quand il a laissé tomber son portefeuille à la banque et je le lui ai rendu. Il a été très surpris. Disons que de telles choses n'arrivent pas de nos jours. J'ai tout de suite aimé Dwight. C'était mon premier amour et il était pas snob. Nous étions la swing like that, mais ses parents ont apparemment pensé différemment. Ils ont organisé une réunion pour moi, spécialement dans un restaurant chic, juste pour me ridiculiser. Ouais. Et Dwight est resté assis là comme une statue et n'a rien dit. Je peux pas lui pardonner ça. Et c'est ainsi que nous nous sommes disputés. Est-ce de ma faute si ma mère est malade et a besoin d'une opération? Et où suis-je censé trouver l'argent? Dans ma carrière au lieu d'aller à l'université. Même si je rêvais de devenir enseignante, je crois que j'économiserai suffisamment d'argent pour aller à l'université, même si c'est quelques années plus tard. Savito a simplement levé les mains. Tu es une fille sage et intelligente, Orla, au ton âge. Tu fais tout bien et ne t'inquiète pas pour ton fiancé.
Cela signifie simplement qu'il ne t'aimait pas, vraiment. Sinon, il ne t'aurait pas laissé partir. Sinon, ils ont parlé pendant longtemps, et, quand Orla s'apprêtait à partir, elle a suggéré qu'ils visitent la tombe ensemble la prochaine fois. Le vieil homme était ravi. Bien sûr, je serais heureux. Merci pour tout, Orla. J'étais si seule après la mort de mon fils, mais maintenant je t'ai rencontré, toi et ta mère, et c'est plus facile pour mon âme. C'est agréable d'avoir quelqu'un à te parler. Le week-end suivant, Orla et M. Savito sont allés ensemble à la tombe de Paul, comme ils l'avaient prévu. Le cimetière était désert, surtout en hiver. Le silence était sinistre, et le seul bruit était celui de la neige qui craquait sous leurs pieds. Et soudain, au loin, ils ont vu un homme grand debout près de la tombe de Paul. Il avait les mains dans les poches de sa veste et portait une capuche. Un Savito a commencé à se déplacer plus rapidement. Quelque chose de subtilement familier lui semblait dans la figure de cet homme. En s'approchant, il a demandé « Qui êtes-vous » ? « Connaissiez-vous mon fils » ? T'es Peter. L'homme a jeté sa capuche brusquement, révélant une profonde cicatrice sur sa joue. C'était Paul lui-même, vivant et indemne. Savito ne pouvait que murmurer « Mon Dieu, mon fils, je n'arrive pas à croire mes yeux. »« Mais comment ?» Et le vieil homme est tombé inconscient dans la neige. Orla et Paul se sont précipités pour aider le vieil homme. Ils ont frotté de la neige sur ses joues et déboutonné son col de veste. Heureusement, Savito a commencé à reprendre ses esprits. En voyant son fils, il s'est signé et a prudemment touché sa main, s'exclamant « Tu es vraiment vivant. Paul, mon fils. Mais alors, qui a été allongé ici pendant 2 ans? Qui ai-je pleuré? Qui ai-je enterré? Comment cela a-t-il pu arriver? Où étais tout ce temps? » L'homme a serré son père dans ses bras, l'a tenu près de lui, et est resté là pendant longtemps. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'il chuchotait « Pardonne-moi, papa. Je n'ai pas pu te parler de moi plus tôt. Peu importe à quel point j'ai essayé, mais tu m'as tellement manqué. Rentre à la maison. Nous parlerons tout là-bas. C'est une très longue histoire. » Orla se sentait mal à l'aise et pensait que c'était une affaire de famille. « Eh bien alors je vais partir. Tu as probablement besoin d'être seul ensemble. Je ne suis pas nécessaire ici. N'ai pas de l'arrêter. » Non, Orla, tu devrais rester ici. Et bientôt je comprends pourquoi. Surprise, surprise. Je connais ton nom. J'ai suivi la vie de mon père de loin. Ce que je vais te dire te concerne directement. La fille se demandait comment la vie de parfaits inconnus pouvait la concerner. Et Paul a commencé son long et compliqué récit. Souviens-toi, papa, de ce jour fatidique, je suis parti pour des négociations importantes. J'avais prévu d'avoir un nouveau partenaire. À la station-service, un gars, mince et discret, m'a demandé de l'aide quand même. Pour une raison quelconque, il s'est assis derrière moi. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« C'est inconfortable là-bas. Assieds-toi à l'avant. » Mais il a seulement fait signe de la main et a dit « Je veux faire une sieste. » Je n'ai pas dormi toute la nuit. C'était sur le chemin, nous passions par un bosquet et mon compagnon Igor a demandé à s'arrêter. Alors, j'ai quitté la route, je suis entré dans les bois un peu et j'ai éteint le moteur. Et puis ce scélérat m'a attaqué par derrière avec une corde. J'ai encore une cicatrice de ça. Au début, j'ai lutté, mais ensuite, la lumière s'est éteinte. C'est tout. Je me souviens de rien d'autre. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, sur le sol humide. Du sang coulait d'une blessure sur mon côté, j'étais tout battu, et en plus, un tas de branches de pin était sur moi. Il m'a enterré là, vivant. Je pensais que j'étais mort et une telle colère m'a envahi. Non, je me suis dit, je ne mourrai pour rien, jusqu'à ce que je découvre qui m'a fait ça. J'ai commencé à ramper de là, ne sachant pas où, toute la nuit à travers une douleur insupportable. J'ai perdu conscience plusieurs fois, puis je me suis réveillé et j'ai rampé à nouveau. Le matin, un gros chien est venu vers moi et a commencé à hurler étrangement. J'étais sûre que c'était la fin pour moi. J'ai fermé les yeux, je suis restée là, effrayée de bouger, et j'ai prié, Seigneur, aide-moi. Et puis, le garde-chasse est arrivé en courant vers moi, sur le hurlement d'un chien, m'a jeté sur son épaule et m'a transporté jusqu'à sa cabane. Je lui ai supplié, ne m'emmène pas à l'hôpital. Ils me finiront. Si je meurs, enterrez-moi dans les bois, s'il vous plaît.
et j'ai perdu conscience à nouveau. Je me suis réveillé quelques jours plus tard. Mes blessures étaient graves. L'homme a pris soin de moi pendant longtemps. Il m'a donné des injections d'antibiotiques, m'a fait boire des infusions à base de plantes et a fait toutes sortes de compresses. J'ai eu TEPS, ainsi 6 mois se sont écoulés. J'étais si faible que je pouvais à peine marcher. Je suis restée allongée là et quand je me suis sentie mieux, je suis retournée tranquillement en ville. Ah, j'ai commencé à vous aider parce que j'avais de l'argent dans un endroit secret. J'ai toujours été économe en économisant. Et cela m'a été utile. Et voici ce que j'ai découvert. Il s'avère que le même gars qui était assis à côté de moi dans la voiture, Igor, était celui qui m'a attaqué. Igor était un tueur à gages engagé. On lui a payé beaucoup d'argent pour se débarrasser de moi. Il pensait m'avoir éliminé et m'avait laissé là dans les bois. Mais le gars était très avide d'argent, alors il m'a tout pris jusqu'au dernier fil et a mis ma montre, ma chaîne en or, ma veste en cuir, et bien sûr, il a pris mon portefeuille avec de l'argent. Et il a décidé de transférer la voiture à un autre endroit, plus loin, pour couvrir ses traces. Mais il n'avait pas prévu une chose. Et il voulait s'assurer que le travail était fait. Et aussi se débarrasser de l'exécutant, pour ne pas avoir à le payer, et pour qu'il n'y ait pas d'yeux et d'oreilles en trop. Orla n'a pas pu résister et a demandé alors qui était le client. Quel genre de monstre ferait une chose pareille? Je n'arrive tout simplement pas à comprendre. Paul a levé le doigt et a répondu, le client Orla était Michael Chester. Il était censé être mon nouveau partenaire, mais il a essayé de me tuer, a pris le contrôle de mon entreprise et de mes biens, et a vécu comme un roi. J'ai fait toutes les recherches. La fille a même pas lu et a dit c'est pas possible. C'est le père de Dwight. Êtes-vous sûr de cela, Paul? Les Chester se vantent d'avoir une famille modèle et d'être des hommes d'affaires de la haute société. Ils m'ont humilié. Ils ont dit que j'étais pas à leur niveau. Est-ce que Monsieur Chester a vraiment eu recours au meurtre? Paul a tristement souri et a dit « Il n'est pas du tout un homme d'affaires respectable. Je ne le savais pas à l'époque, mais il m'a proposé un projet attrayant pour travailler ensemble et j'ai mordu à l'hameçon. J'ai été dupé et il a tout pris pour lui. Ensuite, il a grimpé très vite avec mon argent. Oh, j'ai rassemblé toutes ces informations petit à petit et j'ai déjà un dossier entier de preuves. Il ne reste plus qu'à revenir dramatiquement à la vie et forcer ce scélérat à avouer, puis aller à la police avec ça. Servito a simplement secoué la tête et a dit quel homme terrible avec une âme noire. Comment peut-on vivre en paix en sachant qu'il est impliqué dans la mort de 2 personnes? Tu as raison, mon fils. Nous ne pouvons pas en rester là. Ave, il doit être puni pour toutes ses actions. Je sais comment a dit Orla. Je vais aller directement à son bureau et dire que j'ai une conversation importante à avoir à propos de moi et de son fils. Et puis, je ferai allusion au fait que j'ai vu Paul en vie et en bonne santé, et que je sais tout. Et j'allumerai l'enregistreur pour voir sa réaction. Après ça, nous irons à la police. Servito a agité les bras et a dit « Non, Orla, ne le fais pas. S'il te plaît, ne te mêle pas de cette terrible histoire. C'est très risqué. Tu pourrais être en danger, car ce genre de personne ne s'arrêtera devant rien. » Mais la fille a répondu vivement « Ces gens m'ont offensé sans raison. Ils m'ont fait victime de leur avidité et de leur cruauté. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Ils se sont moqués de moi et de mon fiancé en nous tournant même le dos. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je voulais regarder dans ses yeux. Orla a dit « Merci pour ton implication. Tu es une fille très bonne, gentille et au grand cœur. Mais je peux te laisser prendre des hacks. » Je suis catégoriquement contre cette idée imprudente. Je ne me suis pas révélée pour rien depuis si longtemps. J'ai rassemblé des preuves. Donc, même sans l'aveu de Michael, j'ai encore suffisamment de preuves, et le scélérat aura ce qu'il mérite. Si la police commence à traîner les pieds, j'irai au bureau du procureur. Je ne me reposerai pas tant que Michael Chester ne sera pas derrière les barreaux et que j'aurai rétabli mon honnête nom et récupéré mon capital. Je l'ai gagné avec ma propre sueur. Merci beaucoup d'avoir aidé mon père à l'époque, de l'avoir soutenu. Nous serons toujours amis, mais je vais d'abord régler tout ça. Paul a pris l'affaire avec beaucoup d'enthousiasme.
Il a eu beaucoup de chance que cette affaire difficile et compliquée soit tombée entre les mains d'un enquêteur expérimenté. Il n'a pas accepté de pot de vin et a fait son travail consciencieusement. C'était un policier très méticuleux et persévérant. Il a insisté pour une confrontation entre Paul et Michael, car le businessman niait son implication dans l'histoire. Quand Paul est entré dans le bureau de l'enquêteur, le visage de Michael a changé au-delà de toute reconnaissance, comme s'il ne croyait pas jusqu'à la fin que Paul avait réellement survécu. Il a vu de ses propres yeux comment Igor l'a tué avec un couteau. Paul a souri méchamment et a dit bien « Bonjour, cher partenaire. Je ne m'attendais pas à ce retournement de situation. Je pensais que tu m'avais tué et que tout était fini. As-tu apprécié ta vie avec mon argent? Maintenant, la justice doit être rendue. » Michael Chester se sentait comme si son esprit était devenu troublé. Il se signait et murmurait « Cela ne peut pas être. Disparaît, esprit maléfique. Tu es mort. J'ai vu ton corps. Tu ne pourras rien prouver. » Tout cela n'est que des bêtises. Paul a souri encore plus largement. « N'est pas tout puissant. Mes gens témoigneront devant le tribunal et confirmeront que tu as illégalement pris possession de l'entreprise. Et le garde-chasse qui m'a trouvé dans les bois témoigne déjà. Pourquoi avais-tu besoin de tout ça? Était-ce juste pour l'argent? » Michael a soudainement souri. « Tu ne prouveras rien. Je ne signerai rien. Mes avocats m'en sortir. » S'en sont suivis d'un long procès et enquête. Au tribunal, le garde-chasse et sa femme ont témoigné, ainsi que quelques employés fidèles, qui n'ont pas vendu leur âme au nouveau propriétaire et qui connaissaient ses sombres agissements. Les audiences ont duré plusieurs mois. L'enquêteur méticuleux, tel un bulldog, s'est accroché à Michael Chester et a découvert de nombreux faits intéressants, en plus de cette affaire sanglante. Au total, Michael Chester est condamné à 15 ans de prison, avec confiscation de tous ses biens et de l'entreprise volée, qui a été légitimement rendue à Paul. Monsieur Savito a retrouvé le sourire après le retour de son fils vivant. Il avait même l'air un peu plus jeune. La vie avait à nouveau un sens. Orla a continué à travailler assidûment, rassemblant tout l'argent pour l'opération. L'état de santé de sa mère s'est aggravé et elle a été admise au service de cardiologie. Le temps jouait contre elle et un quart de la somme n'avait pas encore été accumulé. La jeune fille était déjà au bord du désespoir. Elle était mince, privée de sommeil et déchirée entre le travail et les visites à sa mère à l'hôpital, essayant de la remonter le moral. Un jour, elle finissait juste son shift au café quand elle a reçu un appel inattendu de l'hôpital. Le cœur de la fille a sombré et a semblé s'arrêter complètement. La pensée a traversé sa tête. Est-ce que t'es fini? Mais l'infirmière lui a rapidement dit, Orla, l'opération de votre mère a été entièrement payée et approuvée. Nous la préparons pour demain. Pourriez-vous passer pour signer les documents? Orla n'en croyait pas ses oreilles. Comment? Payé par qui? C'est une somme d'argent énorme, n'est-ce pas? L'infirmière a répondu incrédule. Je pensais que vous le saviez. L'homme ne s'est pas présenté. Il préférait l'anonymat. Mais en tout cas, c'est merveilleux et très opportun. Il n'y a plus de temps. C'est à écrire. Et rien poursuit déjà en route. Merci beaucoup pour la nouvelle. Orla était dans un bus, se demandant qui pouvait être cette personne généreuse. Dwight n'aurait certainement pas pu payer pour ça. Et puis elle a compris. Paul, c'est certainement lui. Il n'y a personne d'autre, n'est-ce pas? La fille a composé son numéro avec des mains tremblantes et a presque crié « Paul, mon cher, tu es mon sauveur. Merci, je savais que c'était toi qui avais payé l'opération de ma mère. Personne d'autre n'en serait capable. Je te suis redevable à jamais et je te donnerai tout ce que j'ai. J'ai une partie de l'argent et le reste je le rembourserai en plusieurs fois. » L'homme l'a interrompu en disant « N'y pense même pas. Ton argent sera toujours utile pour la rééducation de ta mère. Tu ne me dois rien. C'est du fond du cœur. Je souhaite un prompt rétablissement à ta mère. Après tout, tu as aussi aidé mon père et l'as soutenu dans un moment difficile, sans penser à toi. L'opération a été un succès et Hélène a commencé à se rétablir. Orla a pris du temps libre et a passé tout son temps au chevet de sa mère, l'aidant à se rétablir plus rapidement et la soutenant. Paul est également là, ne quittant le côté d'Orla. Yeah,
Ils sont devenus très proches, ont beaucoup parlé et sont devenus amis, bien que Paul se surprenait de plus en plus à penser qu'il aimait vraiment cette fille douce, gentille et réceptive. Quand elle le regardait avec ses grands yeux verts, avec de longs cils moelleux, quelque chose se retournait dans son âme, et il faisait si chaud et si bon. Il voulait être à ses côtés, la protéger, et prendre soin d'Orla, et ne pas se séparer d'elle un instant. Quelque chose d'inimaginable se passait aussi pour la fille. Elle se regardait souvent dans le miroir, se faisant belle, voulant devenir plus jolie, pour plaire à Paul. Les 10 ans de différence entre eux ne se faisaient pas du tout sentir. Elle n'avait même pas remarqué la cicatrice sur son visage. Pour Orla, Paul était comme un chevalier, comme l'homme idéal. Paul s'est plongé dans les affaires. Il devait rattraper tout ce qu'il avait manqué en 2 ans. Mais plus il travaillait dur, plus il se surprenait à penser que cela ne lui apportait pas la même énergie et satisfaction qu'avant l'attaque. Maintenant, après avoir rencontré Orla, il ne voulait qu'une chose plus que tout au monde, avoir une famille solide, avoir des enfants, pour qu'après le travail, non seulement son père, mais aussi une femme aimante et aimée, l'attendent. Orla a fini son service au café, épuisé au-delà de toute mesure. Ses jambes bourdonnaient encore. Soudain, Paul est entré dans le café avec un énorme et magnifique bouquet de roses cramoisies. Il s'est approché de la fille stupéfaite et lui a remis le bouquet. « C'est pour toi, Orla. Tu es aussi belle que ces roses, a-t-il dit. J'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans toi. Je veux être là pour toi et toujours te soutenir. Je t'aime. Veux-tu m'épouser et devenir ma femme ?» Orla était sans voix, les larmes coulant sur son visage. Elle a simplement acquiescé. Puis Paul s'est approché d'elle, a pris sa main et l'a doucement embrassée, la tenant comme le trésor le plus précieux. Seuls les visiteurs et les collègues ont applaudi. C'était si sincère et touchant. Orla s'est rapidement changée pour quelque chose de plus confortable et est montée dans la voiture avec Paul. Elle a soupiré de soulagement et a apprécié de détendre ses jambes fatiguées. « Tu ne travailleras plus ici à partir de demain, et plus de petits boulots, a dit Paul. Tu vas te ruiner comme ça. Je veux que tu étudies, que tu obtiennes la profession de tes rêves et que tu profites de la vie au lieu de t'épuiser. Et ne t'inquiète pas pour l'argent. Mes revenus suffiront pour tout le monde. Qu'aimerais-tu étudier ?» Orla a regardé Paul avec gratitude et a dit « J'aime beaucoup les enfants et j'aimerais devenir enseignante ou éducatrice. C'est reposant pour moi d'être avec des enfants. Merci Paul. Tu es comme un bon magicien qui est entré dans ma vie grise et a réalisé mes désirs les plus chers et non réalisés. Tu es celui avec qui je veux passer le reste de ma vie. Le meilleur. » L'homme était très heureux de ces paroles chaleureuses et sincères. Son cœur battait plus vite et il a dit avec détermination « Demain, nous allons faire une promenade en yacht sur la rivière. Je te promets une mer de positivité. Tu vas certainement aimer. En plus, le temps est parfait. C'est un péché de rester à la maison. » Orla a passé beaucoup de temps à se préparer en attendant sa rencontre avec Paul. Elle voulait lui plaire. Elle a enfilé une robe légère et fluide en tissu léger, a laissé ses longs cheveux détachés et a mis des sandales d'été avec des liens à la cheville. Paul attendait sa fiancée au quai, au Yacht Club. Son cœur a manqué un battement quand il a vu Orla de loin. Elle ressemblait à une princesse, fraîche, belle et impossible à quitter des yeux. L'homme avait tout préparé avec soin. La table était déjà dressée à bord du yacht avec du champagne, des petits encas légers et des fraises fraîches et parfumées. Une musique romantique agréable sortait des haut-parleurs et le couple s'est lancé dans un voyage romantique. C'était inoubliable. Orla avait l'impression d'être entrée dans un conte de fées. Ils ont discuté joyeusement, ont bu du champagne, ont admiré la nature et se sont passionnément embrassés. Et puis, Paul n'a pas pu résister. Il a pris sa bien-aimée dans ses bras et l'a emmenée dans la cabine. Orla s'est abandonnée et ils se sont laissés emporter par le tourbillon de la passion. Paul, contrairement à son ex-fiancé Dwight, ne lui a pas promis des montagnes d'or ou lu de la poésie. Il a simplement tout fait ce jour-là pour la rendre heureuse. Il a prouvé son amour par ses actes, et ça en valait la peine. À partir de ce jour-là, le couple ne s'est jamais séparé un instant. Orla a quitté son travail au
et est entrée à l'université dans le département de pédagogie. Enfin, son rêve est devenu réalité. Elle aimait aller en cours et passer des examens, et est rapidement devenue l'une des meilleures étudiantes de sa classe. Paul a décidé d'acheter une maison en dehors de la ville et de déménager tout le monde là-bas. Il y avait beaucoup d'espace et chacun avait sa propre chambre. Monsieur Servito et Hélène sont devenus amis, aimaient parler de la vie ensemble et ont même aménagé un petit jardin et un parterre de fleurs pour ne pas s'ennuyer. Ils étaient tous les deux heureux que le destin de leurs enfants se soit entrelacé et qu'Orla et Paul soient maintenant ensemble. Orla était absolument heureuse car Paul était tout pour elle, mari, père et ami. Il était le plus sage, le plus compréhensif et le meilleur à ses yeux. Et pour Paul, Orla était comme sa muse. Il ne pouvait pas vivre sans elle, comme sans air. Quant à Dwight, après que sa famille a été envoyée en prison avec confiscation, lui et sa mère se sont retrouvés à la rue sans un sou. Toutes leurs cartes et comptes ont été bloqués, et les soi-disant amis et connaissances de la haute société ont immédiatement disparu et ne voulaient rien avoir à faire avec la famille appauvrie et à la réputation ternie. Le gars a dû trouver un emploi de toute urgence pour survivre, mais en quoi était-il bon? Quelle était sa valeur par lui-même? Il s'est avéré qu'il n'était personne, zéro, sans son père influent et pas du tout apte à la vie. Ils ont loué un modeste appartement en périphérie avec les économies restantes, et maintenant la mère réprimandait impitoyablement Dwight, exigeant qu'il trouve quelque chose. La femme était habituée au luxe et à la richesse, et maintenant, c'était insupportable pour elle de languir dans la pauvreté. Mais personne n'embaucherait Dwight sans expérience. Et après l'histoire de la résurrection de Paul et l'implication du père de Dwight dans le meurtre, toutes les portes se sont immédiatement fermées, souvent sans explication. Dwight se souvenait souvent d'Orla, regrettait de l'avoir tant humiliée, de ne pas l'avoir soutenue, et pourtant, elle l'aimait pour ce qu'il était, pas à cause de son argent ou de la position de son père, mais sincèrement du fond du cœur. Et le gars n'en pouvait plus. Il a craqué et a commencé à boire, d'abord sporadiquement, puis de plus en plus souvent, joignant les deux bouts avec des petits boulots occasionnels et menant une existence misérable. D'un homme confiant, brutal et beau, il ne restait plus rien. Maintenant, il n'était qu'un simple ouvrier dans un centre commercial ou sur un marché, portant une casquette, un jean bon marché en solde et un t-shirt. Un jour, Dwight déchargeait un camion de meubles. La sueur lui coulait dans les yeux, et son dos se brisait. Il a aperçu un couple entrant dans le centre commercial, du coin de l'œil, un homme solide en costume cher, d'environ 35 ans, et une jeune et belle fille en robe élégante, discutaient joyeusement de quelque chose. La fille semblait douloureusement familière à Dwight, et cela l'a frappé. C'est Orla, mon ex-fiancée. Mon Dieu, comme elle a changé et est devenue si belle. D'une simple fille à une belle princesse. Seigneur, quel idiot j'ai été. Comme j'aimerais être à la place de son partenaire. La serrer dans mes bras comme avant, sentir ses cheveux et lui dire ces mots importants. Je t'aime. Dwight était submergé par la colère. Il n'en pouvait plus et a rattrapé le couple. Quand il a appris que l'homme était Paul, il a commencé à crier. Alors, tu m'as aussi volé ma fiancée. Tous mes ennuis sont à cause de toi. Orla était moi. Elle était ma fiancée. J'étais riche et réussie. Et tout le monde me respectait. Mais maintenant, je suis personne. C'est ta faute. Tu vas le payer maintenant. Les gardes se sont immédiatement précipités vers Dwight, le poussant et criant « Qu'est-ce que tu fais? Tu es pas encore sobre? Dégage d'ici. » Puis, ils se sont tournés vers Paul et Orla et ont dit « Nous sommes désolés pour cette situation gênante. Nous allons éloigner cet ivrogne tout de suite. » Orla regardait Dwight, tombé et ivre, et ne pouvait pas croire que c'était lui. Paul a simplement souri amèrement et a répondu « Ton père, avide d'argent, est allé tuer des gens. Ses mains sont couvertes de sang jusqu'au coude. Et ce n'est pas moi, mais lui-même qui est responsable de tout. Et oublie Orla pour toujours. Tu l'as toi-même repoussé, chassé et offensé. Alors mords-toi les coudes, perdant. Orla est maintenant ma femme. Mon conseil pour toi est de ne pas chercher les coupables. Change-toi de l'intérieur.
Accomplis tout par toi-même et prouve que tu vaux quelque chose. Alors la vie, tu verras, s'améliorera. Allez, Orla. Nos parents nous attendent à la maison. Dwight est rempli de colère et de ressentiment. Il est sorti du centre commercial et s'est précipité vers le premier bar. Il a compris que Paul avait raison sur tout, mais il ne pouvait pas sortir de son addiction à l'alcool, ni ne le voulait. Pendant ce temps, Orla se blottissait contre son mari bien-aimé la nuit et écoutait sa respiration régulière, pensant souvent « c'est comme ça que ça se passe ». Une rencontre fortuite dans un bus a changé toute ma vie. Une coïncidence ou le destin après tout? Qui sait? Le principal, c'est que maintenant je suis absolument heureuse.